6 minutes, pas une de plus, et pour 6 minutes, pas une de plus, et pourtant ce bref laps de temps suffit à faire vaciller l'équilibre diplomatique mondial. À la Maison-Blanche, Benjamin Idnen livrait sa prestation impeccable aux côtés d'un Trump rayonnant. Sourire bien en place, il est 6 minutes, pas une de plus, et pourtant ce bref laps de temps suffit à faire vaciller l'équilibre diplomatique mondial. À la Maison-Blanche, Benjamin Idnen livrait sa prestation impeccable aux côtés d'un Trump rayonnant. Sourire bien en place, il évoquait la paix, lançait des mots grandiloquents sur la civilisation, comme s'il venait de signer un traité millénaire. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, dans un bureau feutré de l'Élysée, un homme de 39 ans scrutait l'écran. Son regard n'avait rien d'innocent. Il avait compris. Sébastien Lecornu, avec une précision clinique, venait de repérer ce que tous les autres avaient manqué un mot, un seul, glissé dans le discours de Nédaï comme une écharde dans une poignée de main. Remontons 3 jours en arrière, un lundi matin noyé dans la grisaille parisienne. Une enveloppe scellée estampillée « Confidentiel défense » était arrivée discrètement sur son bureau. Elle portait l'empreinte du renseignement militaire français. Et dès qu'il en lut le contenu, il se redressa d'un bloc. Washington préparait un théâtre. Le Mossad et des voix américaines confirmaient « Meadow allait jouer la carte du pacificateur en public, tout en conservant dans sa manche des clauses pour relancer la guerre à volonté. » C'était du génie cynique. Trump aurait ses applaudissements, Meadow garderait la bénédiction américaine pour bombarder à nouveau, et le monde lui applaudirait cette illusion de paix. Lecornu n'était pas dupe, il connaissait l'acteur. Nédaï, il l'avait côtoyé à Tel Aviv comme à Paris entre négociations musclées et dîners pleins de sourires diplomatiques. Il savait que ce Premier ministre était un illusionniste politique, une parole pour la scène, une autre pour les coulisses. Mais là, l'illusion visait plus haut, ce n'était pas juste son propre peuple que Meadow endormait, c'était le président des États-Unis. Et si celui-ci se laissait berner, c'est toute l'architecture de sécurité occidentale qui vacillerait. Pas une seconde de perdu. À peine les écrans éteints, Sébastien Lecornu décrocha son téléphone pour joindre Jean-Noël Barrot, patron des affaires étrangères. Pendant 3 heures, les deux hommes s'enfermèrent dans un bureau pour décortiquer la fameuse « feuille de paix » Made in Washington, récemment tombée dans la presse comme un scoop miraculeux. Sur le papier, un chef-d'œuvre diplomatique, guerre stoppée nette, prisonniers relâchés, aide humanitaire à flot, Hamas désarmé, Gaza sous administration technique transitoire, tout y était. Trop beau pour être vrai, mais Lecornu n'était pas dupe, plus il lisait, plus les ondes d'ombre sautaient aux yeux. Le texte parlait d'un retrait israélien vers une ligne convenue. Convenue par qui? Sur quels critères mystères? Il exigeait que le Hamas rende les armes. Très bien, mais qui allait vérifier avec quels moyens? Silence total. C'était un plan fait pour séduire en façade, tout en laissant à Nédaï la liberté de faire marche arrière sans jamais perdre la face. Un oui public et en coulisses, tous les leviers d'un non. Le lendemain à l'aube, Lecornu convoqua une réunion classée niveau panique du Conseil de défense. Dans la salle, le président, les chefs d'état-major, la DGSE, tout le gratin stratégique. Une fois son analyse posée, Lecornu alla droit au but. Que fait-on maintenant? Il avait son scénario en tête, limpide en 3 points. Un alerter discrètement la Maison-Blanche sans provoquer de remous. 2, forger une position française ferme et lisible. 3, si le double jeu se confirmait, le dénoncer à haute voix devant le monde entier. Un frisson parcourut la salle. L'idée de pointer du doigt Israël, d'irriter Washington, de voir la France isolée sur la scène internationale. Tout le monde mesurait les risques. Emmanuel Macron, après un long silence, hocha lentement la tête. « Fais-le, mais avance avec précaution. Meadow n'est pas un amateur. » Une ligne sécurisée, un échange courtois mais tendu, Lecornu s'entretenait avec le conseiller américain à la sécurité nationale. Il exposa les inquiétudes françaises avec la diplomatie d'un chirurgien et la fermeté d'un boxeur. La réponse qu'il reçut? Une pirouette diplomatique. Rien de concret, juste des formules vides. Nous faisons confiance à Eda. Sous-entendu, Trump fait confiance à son copain. Là, tout devint limpide. Washington ne voulait pas de complications. Trump voulait son moment de gloire et Médaille s'apprêtait à le lui servir sur un plateau doré.
Alors l'écornu changea de stratégie. Puisque les coulisses étaient bouchées, il allait passer par la scène. Si les Américains n'écoutaient pas à huis clos, peut-être seraient-ils plus attentifs une fois les projecteurs allumés. Il ordonna à son équipe de rédiger un discours pour une conférence de presse à Calais pile le jour de l'annonce Trump-Nedaï. Un discours qui oserait mettre les pieds dans le plat, poser les questions que tout le monde pensait tout bas mais que personne n'osait articuler. Le 29 septembre 2025, Médaille entre à la Maison-Blanche sous les flashs des caméras du monde entier. Trump sourire XXL l'accueille comme un frère. « Bibi, mon ami, aujourd'hui nous allons écrire l'histoire à Paris, 20h30. » À Matignon, l'atmosphère est lourde. Lecornu et son équipe sont regroupés autour de plusieurs écrans. CNN, BBC, Al Jazeera, tous diffusent les mêmes images. Trump s'élance dans un discours marathon. Il parle de jours historiques pour la civilisation, de moments au-delà du symbolique. Puis viennent les fameux 20 points arrêt immédiat des combats, libération des otages, aide humanitaire à grande échelle, désarmement du Hamas. Sur le papier, une symphonie. Mais aux oreilles de l'écornu, ça sonnait trop juste. Parfait, oui, mais trop parfait pour être vrai. L'écornu griffonnait frénétiquement, traquant chaque mot flou, chaque engagement vide de sens. Derrière le vernis diplomatique, il cherchait les fissures. Et puis le moment tant redouté arriva. Nedaï s'approcha du micro, le ton assuré. « Je soutiens pleinement votre initiative pour mettre un terme au conflit à Gaza. Elle permettra de récupérer nos otages, d'éliminer le Hamas et d'assurer qu'il ne représentera plus jamais une menace pour Israël. » Tonnerre d'applaudissements. Trump rayonnait, les caméras crépitaient, Twitter s'enflammait, percée historique. Bibi valide le plan de paix. Mais à Matignon, personne ne sabrait le champagne. Lecornu lui restait figé. Quelque chose sonnait faux. Il fit un geste rapide et la vidéo fut mise sur pause, puis il rembobina quelques secondes. Il avait entendu ce que personne n'avait relevé. Trump, enthousiaste, avait coupé Nedaï pour glisser « Si le Hamas rejette cet accord, Bibi, tu auras tout notre soutien pour agir comme bon te semble. » Et Nedaï de renchérir avec une froide détermination « Ce sera fait, d'une manière ou d'une autre. » L'écornu regarda son équipe. « Vous avez remarqué, il n'a jamais dit « quand la paix sera atteinte ». Il a dit « si le Hamas refuse ». Il prévoit déjà l'échec. Pierre Lévy, son conseiller, hocha la tête. C'est exactement ce que notre rapport évoquait. Médaille veut un rejet du Hamas. Comme ça, il pourra dire « j'ai fait ma part, ils ont tout refusé » et Trump n'aura d'autre choix que de le soutenir dans la suite des opérations militaires. Il était 21h, l'instant parfait assez tard pour que l'annonce occupe les gros titres du soir, mais pas trop pour qu'elle soit déjà reléguée dans les archives du lendemain. C'est là que l'écornu entra en scène. Dans la salle de presse, une vingtaine de journalistes, visiblement venus pour cocher la case « Déclaration protocolaire », s'attendaient à quelques compliments bien polis envers Trump et Nedaï. Rien ne les avait préparés à ce qui allait suivre. Le Premier ministre français s'avança, s'installa derrière le pupitre et d'une voix posée, presque douce, lança « Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, le président Trump et le Premier ministre Nedaï ont proposé un plan pour Gaza. La France salue l'initiative américaine. » Silence respectueux dans la salle. Puis, une pause, légère mais lourde de sens, et le couperet tomba. Toutefois, nous avons des doutes profonds quant à la sincérité de certains acteurs engagés dans ce processus. Les têtes se redressèrent, les carnets s'ouvrirent. Il venait de transgresser la règle d'or de la diplomatie, ne jamais douter publiquement d'un allié. Mais il continua imperturbable. J'ai examiné ce plan avec attention. Il contient des propositions louables, mais aussi des zones d'ombre si vastes qu'elles pourraient permettre à des acteurs mal intentionnés de se faire passer pour artisans de paix, tout en gardant la main sur les leviers de la guerre. Il sortit alors une feuille de papier comme un professeur prêt à disséquer un devoir bancal. Il est écrit qu'Israël se retirera vers une ligne convenue. Mais convenue par qui, à quel moment, mystère. Le Hamas est sommé de déposer les armes, mais qui contrôle cela et comment le plan ne dit rien. Il est aussi question d'un conseil de paix dirigé par le président Trump. Fort bien. Mais quel mandat, quelle légitimité,
Quel pouvoir réel? Là encore, silence total. Et puis Lecornu fixa l'objectif, lentement, délibérément, comme s'il s'adressait non seulement à la presse, mais au monde entier. Et là, il lança la question qui allait enflammer les unes, les forums et les chancelleries. La France aimerait poser une question très simple au Premier ministre Netanyahou. Pourquoi avez-vous déclaré « Je soutiens votre plan » au lieu de dire « Je l'accepte » ? Et pourquoi avoir dit « Si le Hamas rejette » plutôt que « Quand nous aurons atteint la paix » ? Il marqua une pause. Ces formulations ne sont pas fortuites. Elles trahissent une intention. Un silence de plomb tomba sur la salle. Personne ne bougeait. Un chef de gouvernement à peine installé depuis 20 jours venait de pointer du doigt en pleine lumière la duplicité d'un allié majeur sans trembler. Lecornu poursuivit imperturbable. La France croit en une paix véritable, pas en une mise en scène habilement chorégraphiée. Une paix durable repose sur 3 piliers: des engagements explicites, des mécanismes de contrôle solides et surtout une volonté réelle de faire la paix. Il tourna alors une nouvelle page du plan Trump-Netanyahou. Ce document remplit timidement le premier critère. Le deuxième est totalement absent. Quant au troisième, permettez-nous d'avoir de sérieuses réserves. Un journaliste de Reyer brisa le silence, main levée, regard perçant. Est-ce que vous êtes en train d'accuser Israël de ne pas agir de bonne foi ? Lecornu ne broncha pas. Il répondit avec cette sérénité maîtrisée qui fait plus mal que n'importe quel coup de poing. Je ne pointe personne du doigt. Je pose les questions que tout le monde devrait avoir le courage de poser. Par exemple, pourquoi valider un accord truffé d'ambiguïté? Et si l'on cherche vraiment la paix, pourquoi laisser autant de portes ouvertes à son sabotage? Puis, changeant subtilement de ton, il lança un défi à peine voilé. Le Premier ministre Netanyahou peut prouver sa sincérité très simplement en acceptant un système de contrôle international indépendant, en laissant l'ONU superviser l'application des mesures et en s'engageant sur un calendrier précis avec des sanctions claires en cas de manquement. Et là, il marqua une pause. S'il accepte ces conditions, je suis prêt à m'excuser, publiquement, personnellement, mais s'il refuse, il laissa la fin de phrase en suspens. Le silence disait le reste. Une autre voix, plus prudente cette fois, s'éleva au fond de la salle. Et si, en disant tout cela, vous isoliez la France, n'avez-vous pas peur que Washington et Tel Aviv interprètent cela comme une trahison? Lecornu esquissa un sourire. Mais c'était un sourire fatigué, presque mélancolique. Vous savez ce qui isole véritablement une nation? Ce n'est pas le courage de dire ce que d'autres taisent. C'est le silence complice, celui qu'on garde quand il faudrait parler. Et la France, malheureusement, a trop souvent baissé les yeux au Rwanda en Bosnie. Alors, si l'honnêteté nous coûte quelques poignées de main au sommet, qu'il en soit ainsi. Je préfère une France droite, mais seule, à une France applaudie, mais coupable. Lecornu ne s'arrêta pas là. Il fixa la salle et lança « À mes homologues européens, je veux rappeler une chose. Ce scénario, on le connaît. On l'a vu 100 fois. Signatures en grande pompe, sourires forcés, déclarations enflammées. Et puis, à peine quelques semaines plus tard, les bombes reprennent et tout le monde feint la surprise. Ce jeu de dupes doit cesser. » Il marqua une pause, puis conclut d'un ton plus grave « Oui, je suis celui qui dérange, celui qui casse l'ambiance diplomatique. » Mais poser les vraies questions, remettre en cause les automatismes, ce n'est pas du cynisme. C'est croire que la paix mérite mieux qu'un théâtre bien huilé. Puis un journaliste israélien piquant lança la question que beaucoup pensaient tout bas. Netanyahou, c'est 30 ans de carrière. Vous, 20 jours au pouvoir, qui êtes-vous pour juger son expérience? Lecornu ne cligna même pas des yeux. L'expérience, oui, c'est précieux, mais elle ne garantit ni la sagesse ni l'humanité. On peut passer des décennies à gérer des guerres, sans jamais apprendre à construire la paix. Netanyahou est un maître de la survie politique, je ne le nie pas. Mais survivre, ce n'est pas diriger vers un avenir meilleur. Il esquissa un demi-sourire avant d'ajouter « Vous avez raison, je suis jeune, je débute, et c'est peut-être justement pour ça que je vois ce conflit autrement. Je ne suis pas encore fatigué par 30 ans de désillusion. » Dès qu'il quitta la scène, Lecornu retrouva son équipe en coulisses. L'ambiance était électrique.
Les téléphones vibraient de toutes parts, les notifications pleuvaient. Reuters, AFP, chaînes internationales, tous réclamaient une réaction. Dans le flot, une alerte tomba, le ministère israélien venait de publier un communiqué. Les propos du Premier ministre français sont profondément regrettables. Le cornu hocha la tête, rien d'inattendu. Puis son portable sonna. Numéro masqué. Indicatif des États-Unis. Il décrocha. « Sébastien, qu'est-ce que tu viens de faire ?» La voix de Trump était tendue, plus blessée que furieuse. Le cornu répondit sans hausser le ton. « J'ai simplement dit ce que la France pense, la vérité du point de vue d'un allié. » Trump enchaîna presque choqué. Les alliés sont censés se soutenir, pas se poignarder à peine 1 heure après une annonce historique. Mais le ton de Le Cornu resta ferme, calme, implacable. Justement, un vrai allié dit la vérité même quand elle dérange. Se taire pendant que vous vous faites piéger, ça, ce serait vous trahir. Un silence. Puis la voix du président américain reprit un peu plus bas. « Tu veux dire que tu penses que Netanyahou m'utilise ?» Le Cornu respira un instant, puis répondit net. « Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, oui, je crois qu'il vous manipule pour se couvrir diplomatiquement pendant qu'il prépare la suite des hostilités. » Trump resta silencieux un instant, les yeux dans le vague. Puis d'un ton plus posé, « Explique-moi, Sébastien, depuis le début. » Le Cornu inspira profondément. « Très bien, Monsieur le Président. Regardez ce qui s'est passé. Netanyahou arrive à la Maison-Blanche, prononce un discours calibré, valide votre plan. La presse explose de joie, vous êtes encensé tout le monde, crie au génie diplomatique. Mais si l'on écoute attentivement, les mots choisis sont tout sauf anodins. Il enchaîna incisif. Il n'a jamais dit « j'accepte ». Il a dit « je soutiens ». Ce n'est pas un engagement, c'est une posture. Et ensuite, il a dit « si le Hamas rejette ». Pas quand la paix sera faite. Pourquoi ce conditionnel? Parce qu'il table sur un refus. Et vous, devant les caméras, vous lui avez déjà offert votre appui total, sans condition. Le Cornu marqua une pause. Autrement dit, vous venez de lui signer un chèque en blanc. Il n'a plus qu'à s'assurer que le Hamas rejette le plan ou à faire en sorte qu'il le fasse. Ensuite, il reviendra vers vous et dira « J'ai tout tenté. Vous l'avez vu, ils ont refusé. Maintenant, je reprends les armes. Et vous avez promis de me soutenir. » Un silence pesant s'installa. Trump semblait digérer chaque mot. Puis d'un ton plus grave, « Tu penses vraiment qu'il irait jusque-là » Le Cornu n'hésita pas. « Je ne le pense pas, Monsieur le Président. Je le sais. Nos services ont intercepté des conversations en interne. Il a dit à ses proches là qu'il n'avait aucune foi dans l'acceptation du Hamas. Et même si par miracle, ils acceptaient, ils trouveraient un prétexte pour dire qu'ils ont violé l'accord. » Trump ne dit rien, puis souffla presque pour lui-même. « Si ce que tu dis est vrai, je vais passer pour un imbécile. » Le Cornu le regarda droit dans les yeux. « Non, monsieur. Si vous agissez maintenant, vous serez celui qui aura vu clair à temps. Un dirigeant qui ne se laisse pas manipuler. Mais si vous ignorez l'alerte et qu'il fait exactement ce que je viens de décrire, alors oui, l'histoire, elle se souviendra. Et elle ne sera pas tendre. Alors dis-moi qu'est-ce que tu proposes. » La question posée par Trump marqua un tournant. Pour la première fois depuis le début de leur échange, il ne donnait pas d'ordre. Il demandait. Le Cornu saisit l'ouverture. Il faut verrouiller ce plan. Ajouter des garanties solides, exiger un contrôle international indépendant. Exiger de Netanyahou qu'il accepte une supervision de l'ONU. Et surtout, dites-le clairement, le soutien des États-Unis ne sera accordé que si l'accord est respecté dans les faits, pas seulement en façade. Un silence. Puis il ajouta. Si vous faites cela, vous deviendrez le président qui aura réellement avancé vers la paix. Si vous ne le faites pas, vous serez celui que Netanyahou a utilisé à ses fins. C'est entre vos mains. Trump soupira longuement. Tu sais que tu joues avec le feu, Sébastien Netanyahou n'est pas n'importe qui. Il est puissant, il a des appuis et des amis très riches. Le Cornu répondit sans trembler. Je le sais, mais il y a une chose qu'il n'a pas, c'est la vérité. Et la vérité, Monsieur le Président, finit toujours par gagner. Trump le fixa quelques secondes. « Ah, j'espère que tu sais ce que tu fais parce que si tu te plantes, tu passeras pour un petit prétentieux qui s'est cru plus malin que tout le monde. »« Et si j'ai raison ?» demanda calmement le Cornu. « Alors tu seras un héros. Mais tu te seras fait un ennemi à vie
Netanyahou ne pardonne jamais. L'écornu hocha lentement la tête. « Je peux vivre avec ça. Ce que je ne peux pas accepter, c'est de me taire pendant que des innocents meurent. » Trump ne répondit pas, il raccrocha, sans un mot. Il était 2h30 du matin quand les premières infos tombèrent. Les téléphones bourdonnaient à Matignon. CNN annonçait que Trump avait convoqué en pleine nuit une réunion d'urgence avec ses plus proches conseillers. Puis, à 4h15, contre toute attente, la Maison-Blanche publia un communiqué. Une mise au point sobre mais puissante, toutes les parties, Israël y compris, devront respecter intégralement les termes de l'accord. Le soutien des États-Unis ne sera maintenu que si ces engagements sont appliqués de manière concrète et vérifiable. Ce n'était pas exactement ce que l'écornu avait suggéré, mais c'était loin d'être un détail. C'était un signe. Une preuve que son message avait été entendu au plus haut niveau. Pendant ce temps-là, à Tel Aviv, à 5h15, Netanyahou lisait ce communiqué, les traits tirés, les yeux cernés. Il n'avait pas fermé l'œil, il comprenait parfaitement ce qui venait de se passer. Un premier ministre français à peine nommé venait de fissurer l'armure. Il avait osé ce qu'aucun autre leader occidental n'avait tenté forcer Trump à douter. Quelques heures plus tard, à 10h01, Netanyahou apparaissait devant les caméras à Jérusalem. L'air sombre, la voix tendue, il lança « Je viens d'apprendre que le chef du gouvernement français a remis en question la sincérité d'Israël dans sa quête de paix. C'est profondément choquant. La France se dit amie, mais choisit le pire moment pour semer la discorde. » Mais dans la salle, un journaliste français leva la main. Et sans détour, il coupa la tirade. « Monsieur le Premier ministre, avec respect. Monsieur Lecornu n'a jamais mis en doute le droit d'Israël à se défendre. Il a interrogé des points précis du plan. Est-ce que vous pouvez y répondre ?» Netanyahou leva les yeux, le regard glacé. La réponse claqua immédiatement. « Je ne reçois pas de leçon de paix d'un dirigeant en poste depuis à peine 20 jours. Savez-vous combien de crises j'ai traversées en 30 ans ?» Il poursuivit sans ralentir, ciblant directement l'argument central de Lecornu. « On nous parle de mécanismes de contrôle. Permettez-moi de rappeler que nous avons déjà essayé. Des observateurs étaient à nos frontières pendant que le Hamas creusait des tunnels sous leurs yeux. Ils ont vu. Ils n'ont rien empêché. » Un autre journaliste tenta alors une relance décisive. « Accepteriez-vous une supervision internationale réellement indépendante ?» Netanyahou secoua lentement la tête. « La seule garantie de la sécurité d'Israël, c'est Israël. Jamais nous ne confierons notre survie à des fonctionnaires de l'ONU qui votent contre nous à chaque occasion. » C'était exactement la réaction que l'écornu avait anticipée. Et les journalistes commencèrent à le sentir. Sur les réseaux, les analystes soulignaient déjà la faille. Comment prétendre vouloir la paix tout en refusant les outils censés la garantir? À Paris, Lecornu suivait la conférence en direct. « Il se referme tout seul », murmura-t-il. « Plus il rejette la supervision internationale, plus il valide nos doutes. » Son conseiller acquiesça, mais nuança. « Oui, mais observe bien la méthode. Il ne ferme jamais brutalement la porte. Il dit « on a essayé, ça n'a pas fonctionné. C'est plus fin. Ça le fait passer pour raisonnable. » Les 2 jours qui suivirent furent décisifs. À Doha, les médiateurs qatariens et égyptiens rencontrèrent les représentants du Hamas pour examiner le plan. Le monde attendait. L'écornu lui connaissait déjà l'issue. Le 1er octobre à 16h précises, le verdict tomba, le Hamas rejetait l'accord. Les raisons invoquées étaient limpides, aucune garantie de fin de l'occupation, aucune reconnaissance claire d'un État palestinien et surtout, aucun garde-fou empêchant Israël de reprendre les opérations militaires à sa convenance. Tout se déroulait exactement comme Lecornu l'avait anticipé. À 18h tapantes, il apparaissait devant les caméras à Matignon. Son visage n'exprimait ni triomphe ni colère, mais une fatigue lourde, presque douloureuse. Le Hamas vient de rejeter le plan. Il marqua une pause, le regard fixé droit devant lui. « J'aurais préféré m'être trompé. J'aurais voulu avoir été trop méfiant, trop dur. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. 2 jours plus tôt, il avait lancé des alertes. Des questions précises, directes, restées sans réponse. Et voilà que le Hamas refusait pour les mêmes raisons qu'il avait pointées. Il reprit « Certains diront que ce rejet prouve simplement que le Hamas ne veut pas la paix. Peut-être. Sans doute.
Mais justement, si notre but était de leur ôter toute excuse, alors il fallait leur opposer un plan à toute épreuve. Un texte limpide, irréprochable que personne ne pourrait raisonnablement refuser sans se dévoiler comme l'obstacle. Il leva légèrement la main comme pour désigner l'évidence. Maintenant, que va-t-il se passer? M. Netanyahou dira qu'il a fait sa part, que le Hamas a tout fait échouer. Et le président Trump, lié par sa parole, lui donnera carte blanche. C'est le piège que j'avais décrit. Il vient de se refermer. Puis plus bas, mais avec une détermination intacte, la France, elle ne renonce pas. Nous allons défendre une véritable alternative, construire un cadre crédible de garantie internationale. Et surtout continuer à dire ce qui dérange parce que c'est ça, le rôle d'un pays qui veut vraiment être un leader. Au fil des semaines, ce qui n'était au départ qu'une hypothèse osée devint une évidence partagée. Netanyahou, fidèle à son script, déclara qu'après le rejet du plan par le Hamas, Israël se voyait contraint de reprendre les opérations militaires. Mais cette fois-ci, le monde n'applaudit pas. Le vent avait tourné. Soutenue par la ligne dure mais lucide de la France, l'Union européenne adopta une résolution inédite. Toute initiative devait désormais inclure des garanties internationales strictes. Le débat sur la reconnaissance d'un État palestinien ne se faisait plus à huis clos. Plusieurs chancelleries européennes le défendaient ouvertement. Même à Washington, un changement s'amorçait. Certains élus du Congrès osèrent enfin questionner la logique du soutien sans condition à Israël. Trump, quant à lui, n'abandonna pas Netanyahou, mais mit fin à l'époque des promesses automatiques. Il mesurait désormais ses mots. Pour Sébastien Lecornu, ce repositionnement mondial eut un goût doux amer. Sur la scène internationale, sa stature s'éleva considérablement. Il fut invité à Davos, consulté dans les coulisses de Bruxelles, encensé par des éditorialistes du New York Times, qui voyaient en lui une nouvelle voix européenne à la fois ferme et lucide. Mais sur le plan intérieur, le décor était bien moins reluisant. Les socialistes menaçaient toujours de retirer leur soutien. Marine Le Pen exigeait des ruptures franches avec la diplomatie classique. Les syndicats, eux, avaient déjà lancé une grève. Lors d'un entretien télévisé très attendu, un journaliste lança la question qui brûlait toutes les lèvres. « Vous êtes salué à l'étranger, mais votre majorité vacille. Était-ce vraiment le moment de provoquer une telle tempête ?» Lecornu marqua un silence, puis répondit avec un calme tranchant. « On me l'a posée celle-là, mais sous d'autres formes. Certains disent « Tu aurais dû t'occuper d'abord de ta maison qui brûle. » Eh bien, je vais vous dire, il n'existe jamais de moment parfait pour dire ce qui dérange. Si j'avais attendu d'avoir le vent en poupe pour parler franchement, je n'aurais jamais rien dit. Il fixa la caméra. Gouverner, ce n'est pas surfer sur les sondages. C'est trancher quand il le faut, quitte à en payer le prix. Alors oui, peut-être que je tomberai. Peut-être que dans 15 jours, d'autres auront mon bureau. Mais au moins, je pourrai partir la tête haute en sachant que je n'ai pas fui ma responsabilité. La vidéo fit le tour du pays. Et contre toute attente, un phénomène étrange s'amorça, les courbes qui plongeaient, remontaient. Même ceux qui désapprouvaient ces choix économiques semblaient redécouvrir une denrée rare, un responsable politique qui ne se cache pas derrière les formules qui tient debout quand la pression monte. Le 3 janvier 2026, 4 mois après le discours qui avait secoué la planète, un événement inattendu bouleversa de nouveau les équilibres. L'Arabie saoudite annonça publiquement son appui à l'initiative française pour des garanties internationales et s'engagea à y participer financièrement. Un choc sismique dans les sphères du pouvoir Riyad ne suivait plus Washington, mais Paris. Quelques minutes plus tard, un coup de fil atterrit sur la ligne sécurisée du bureau du Cornu. Son Altesse souhaite vous recevoir à Riyad pour évoquer une coopération stratégique. Quand seriez-vous disponible ? Le calendrier du Premier ministre français était surchargé, chaque jour comptait. Mais il savait aussi qu'un alignement comme celui-là ne se représentait pas 2 fois. Dans 3 jours, je suis là. Le 6 janvier, il posa le pied sur le tarmac saoudien. L'accueil fut royal dans tous les sens du terme. Le lendemain, il s'assit en tête-à-tête avec MBS. L'entretien prévu pour une 60aine de minutes s'étira sur 5 heures. Et pendant ce temps, quelque chose d'inattendu se produisit, une convergence. 2 dirigeants, chacun porteur d'une volonté de rupture.
Deux réformateurs aux antipodes culturels mais las des jeux diplomatiques usés. Vous avez dit ce que d'autres n'osaient même penser confier à MBS. Vous avez ouvert une brèche. Maintenant, vous devez aller plus loin. Construire l'alternative. C'est sous le nom de Accord Riyad-Paris que naquit ce projet inédit, une coalition de 10 000 militaires internationaux déployés à Gaza, un plan d'action articulé en 5 étapes claires, une promesse de sécurité renforcée pour Israël, un fonds de 50 milliards de dollars étalé sur une décennie pour reconstruire Gaza, et surtout un dispositif de surveillance incontestable avec des rapports mensuels rendus publics. Bref, tout ce que le plan Trump-Netanyahou n'était pas rigoureux, encadré, transparent. Le 15 janvier, le Cornu présenta cette proposition à Bruxelles. Les chefs d'État étaient en partagés. Mais dans la rue, un tout autre mouvement prenait forme. La société civile, elle, s'enflamma. Dans 12 capitales, des foules descendirent soutenir l'initiative. Une pétition frôla les 2-3 millions de signatures. Le mot-clé « Riyad Paris Force » s'installa en trending topic sur toutes les plateformes. Puis le 20 janvier, le Cornu prit une décision peu conventionnelle. Il s'installa face caméra, sans costume ni prompteur, et posta une vidéo de 10 minutes sur YouTube. « Mes amis, j'ai besoin de vous parler directement. Il y a 4 mois, j'ai dit que le plan Trump n'irait pas assez loin. On m'a attaqué de toutes parts. Mais aujourd'hui, on voit que ce doute était justifié. Alors avec l'Arabie Saoudite, on a lancé une autre voie. Pas une promesse floue, un vrai cadre solide avec des garanties visibles. Est-ce que ça va marcher ? Je n'en ai aucune certitude. Mais on doit au moins essayer. Et pour que ça marche, il faut que vous fassiez pression. Sur vos élus, vos gouvernements. Parce que la paix, la vraie, elle commence par vous. La vidéo explosa. En quelques jours, 15 millions de vues. Pour la première fois, un plan de paix captivait l'opinion publique mondiale. Le 1er février approchait à grands pas. Ce jour-là, l'ONU allait voter. Ce n'était plus une simple proposition. C'était l'épreuve de vérité. La veille du scrutin, 3 coups de fil changèrent tout. Le premier Washington. Trump, voix basse mais tendue. Tu sais bien que je ne peux pas valider ton plan publiquement. Ce serait comme admettre que le mien était bancal. Le Cornu sans détour. Je ne vous demande pas de l'applaudir, seulement de ne pas l'enterrer. Laissez le monde choisir. Un long silence. Puis Trump lâcha. Si je laisse passer ça, Bibi va me déchiqueter. Peut-être. Mais l'histoire n'est pas écrite par Bibi. Elle jugera celui qui a étouffé une chance de paix. Pour ne pas contrarier un allié. Encore un silence plus lourd. Puis un soupir grinçant. Tu sais quoi, mon tas des tripes? Ok. Pas de veto. On s'abstiendra. Deuxième appel, Jérusalem. Voix dure directe. Monsieur le Premier ministre, vous êtes en train d'imposer un accord à Israël, sans notre accord. Le Cornu imperturbable. Je n'impose rien, je propose un cadre. Vous avez le choix. Mais si vous dites non, le monde saura que vous refusez une paix surveillée. Vous me forcez la main. Non, je vous force à choisir entre 2 chemins, celui de la paix ou celui de l'escalade éternelle. Netanyahou changea de registre. Très bien, alors soyons pragmatiques. Qu'est-ce que vous cherchez? Plus d'influence pour la France. Un marché d'armement. Dites votre prix. Une colère froide monta, mais le Cornu la canalisa. Je ne suis pas à vendre. Je ne cherche pas de contrat. Je cherche à finir cette guerre. Si vous n'y croyez pas, cette conversation est inutile. Vous jouez votre poste. Un mauvais pari peut tout faire basculer. Ma fonction m'importe moins que la paix. Puis d'un ton glacial, « Bonne journée !» Troisième appel. Tony Blair, calme posé, presque admiratif. « Sébastien, j'ai décortiqué chaque ligne de ton plan, c'est brillant. Exactement ce que le plan Trump aurait dû être. Merci, venant de vous, ça me touche. Mais fais attention, Bibi ne lâchera rien. Il va rameuter ses alliés, bloquer tout ce qu'il peut, il va cogner fort. Je m'en doute, mais selon vous, ce plan a-t-il une chance ?» Blair ne répondit pas tout de suite. Franchement, si demain le vote passe, si les États-Unis tiennent parole et ne sortent pas le veto si le bloc arabe reste soudé, alors oui, pour la première fois depuis une éternité, j'ose croire qu'une paix réelle n'est plus un mirage. Mais Sébastien, s'il y a succès, vous entrerez dans l'histoire comme une figure majeure du continent. S'il y a échec, votre carrière volera en éclats. Et Taou ne vous ratera pas. Vous en êtes conscient ?
Vous êtes prêts à ça ?» Le cornu resta silencieux. Il revit en un éclair ces derniers mois la tempête du 29 septembre, l'échange tendu avec Trump ces instants où le plus facile aurait été de se taire. Puis il leva les yeux. « Monsieur Blair, j'ai 39 ans. Si mon parcours s'arrête demain, j'aurai quand même eu une vie politique plus dense que beaucoup en une décennie. Mais si je choisis aujourd'hui de me taire par peur, alors ce ne sera pas ma carrière qui s'effondre. Ce sera mon respect pour moi-même. Alors oui, j'y suis prêt. » Le 2 février 2026, à 10h pile heure de New York, le monde retint son souffle. Le Conseil de sécurité s'apprêtait à trancher l'initiative Riyad-Paris. Allait-elle devenir réalité ou sombrer dans les archives des espoirs avortés? La résolution fut lue solennellement. Le représentant français prit la parole le premier 15 minutes de conviction brute, une plaidoirie presque théâtrale dans son intensité. Vint ensuite son homologue saoudien qui rejeta les illusions de paix de façade, appelant à une solution ancrée dans la vérité. Puis un frisson parcourut la salle. Le diplomate américain se leva. « Les États-Unis s'abstiendront. » Un murmure parcourut les bancs. Du côté israélien, on tenta une ultime prise de parole, mais le ton manquait de force de conviction. Et le verdict tomba Chine pour, Russie pour, France pour, Royaume-Uni pour, Gabon pour, Équateur pour, Malte pour, Japon pour, Mozambique pour, Suisse pour, Algérie pour, Slovénie pour, Corée du Sud pour, Guyana pour, États-Unis abstention. 14 voix en faveur, aucune contre. La résolution était adoptée. À Matignon, dans une salle feutrée transformée en centre de commandement, un silence abasourdi précéda une explosion de joie. Cris, embrassades, larmes, sauf lui. Le cornu resta figé sur son siège, son regard planté dans l'écran. Il y a 4 mois, il semait le doute. Aujourd'hui, il récoltait une décision qui allait peut-être bouleverser l'ordre mondial. « T'as réussi !» hurla Mathilde en le prenant dans ses bras. Pierre essuyait ses larmes en silence. Dans un siècle, des élèves liront ce passage dans leur manuel. Mais lui, impassible, murmura « Ce n'était que l'entrée. Le vrai défi commence maintenant, transformer cette victoire diplomatique en réalité concrète. » Dans les jours qui suivirent le vote, l'atmosphère devint électrique. Netanyahou monta au créneau avec une conférence incendiaire accusant les Nations Unies de trahison pure et simple et la France de dissimuler de l'antisémitisme sous des dehors diplomatiques. Dans la foulée, les réseaux pro-israéliens déclenchèrent une campagne médiatique virulente visant directement le cornu. Les menaces fusèrent, certaines d'une violence glaçante. Les services de sécurité réagirent immédiatement, renforcement de sa protection, déménagement de sa famille dans un lieu sécurisé. Mais au cœur de cette tempête, un autre phénomène inattendu se produisit, une vague massive de soutien déferla à travers la France. En une semaine, sa cote de popularité grimpa en flèche, passant de 34% à 61%. Des rassemblements spontanés apparurent dans plusieurs pays européens, arborant pancartes et messages en faveur du courage politique. Le cornu, malgré les risques, devenait pour beaucoup le visage de l'éthique en politique. Et même au Moyen-Orient, malgré les ruines et la colère, des signes d'espoir apparurent. À Gaza, des voix s'élevèrent pour la paix. Des bannières écrites en français flottaient dans les rues « Merci la France, merci le cornu ». Le 10 février, un moment bouleversant, eut lieu à Paris une délégation composée de familles palestiniennes et israéliennes. En deuil fut reçue par le Premier ministre. Ce fut une rencontre intime, sans caméra. Une mère palestinienne, les yeux ravagés de chagrin, lui serra la main. « Vous n'avez pas rendu mes enfants, mais vous avez tenté ce que personne n'a osé. » Un père israélien, au regard éteint par la perte, ajouta « Je ne partage pas tous vos choix, mais j'honore votre audace. » 3 heures plus tard, la salle se vida dans un silence lourd. Le cornu ne dit rien, mais ses yeux, eux, parlaient. Le 20 février, contre toute attente, Netanyahou changea de ton. Lors d'un entretien télévisé, il déclara « Soyons clairs, l'initiative française comporte de nombreuses lacunes. Mais peut-être qu'il y a matière à discussion. Peut-être qu'on peut ajuster certains paramètres. » Ce fut la première fissure visible dans son mur d'opposition. Infime mais réelle. Dès lors, des tractations secrètes s'enclenchèrent. D'un côté, Paris, Riyad, Le Caire.
de l'autre, Jérusalem et Washington. Et en toile de fond, le Qatar relayait timidement la voix du Hamas. Rien n'allait vite, chaque mot était pesé, chaque phrase soumise à 1000 relectures. C'était lent, laborieux, émaillé de méfiance. Mais c'était du dialogue. Et c'était toujours mieux que des bombes. Le 15 mars 2026, soit jour pour jour, 6 mois après la prise de parole qui avait tout déclenché, un texte fut signé. Préliminaire imparfait, encore flou sur certains points, mais réel. Ce n'était pas une fin, c'était un commencement. Le Cornu reçut une invitation pour la signature, mais il déclina avec calme. « Ce traité ne m'appartient pas. Il est à ceux qui l'ont construit pierre par pierre. Je ne vais pas m'imposer dans leur lumière. » Depuis Matignon, il regarda la cérémonie en silence. Lorsque les stylos se levèrent des documents fraîchement signés, Mathilde se pencha vers lui. « Et maintenant, tu ressens quoi ?» Un long silence. Puis il souffla. Pas de fierté, pas de victoire, juste un soupir, un soulagement. Soulagement parce que peut-être enfin un peu moins de sang allait couler. Cette nuit-là, dans le silence d'un appartement trop grand pour une seule personne, le Cornu relut une lettre déjà froissée par le temps, celle de Fatima, cette femme de Gaza qui avait tout perdu. Il ne savait pas si elle était encore en vie, ni si les nouvelles lui étaient parvenues. Il ne le saurait sans doute jamais. Mais une certitude restait. Il avait suivi sa boussole morale. Il avait préféré dire ce qui dérange plutôt que se taire pour plaire. Il avait tenu bon là où tant d'autres auraient flanché. Et si sa carrière devait s'arrêter là au moins, elle se serait terminée sans trahison. Parfois, être un leader, c'est simplement ne pas trahir ses propres valeurs quand le monde entier vous invite à le faire. 3 mois plus tard, en juin 2026, la lumière des projecteurs s'allumait sur lui à La Haye, une médaille suspendue autour du cou, une salle debout pour saluer son intégrité. Il venait d'être honoré pour son engagement moral et son audace diplomatique. Au pupitre, sa voix resta simple, presque douce. On me demande souvent comment j'ai trouvé la force de contredire ceux qui m'ont formé, de défier Trump de mettre ma carrière sur la ligne pour une idée. Et je réponds toujours la même chose. Je n'ai pas été courageux. J'ai seulement refusé d'être lâche, parce que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est avancer quand même malgré la peur. Si ce 20 septembre-là, j'avais gardé le silence, si j'avais laissé passer cette farce diplomatique sans rien dire, peut-être que mon poste aurait été préservé. Mais à quel prix j'y aurais laissé une partie de mon âme? Quelques mois plus tôt, j'ai déclaré que Métina avait berné Trump, mais qu'il ne m'aurait pas. Ce n'était pas parce que je me croyais supérieur, mais simplement parce que je refusais d'être complice. J'ai préféré affronter une vérité brutale plutôt que de m'endormir dans un mensonge rassurant. Et c'est peut-être la seule chose que je souhaite transmettre. Ne vous contentez jamais de ce que les puissants veulent bien vous dire. Interrogez-les, demandez des preuves, rappelez-leur qu'ils vous doivent des comptes. Car la démocratie ne s'effondre pas en une nuit. Elle s'éteint doucement chaque fois qu'on accepte le mensonge pour éviter l'inconfort chaque fois que la peur nous fait taire. Il s'interrompit. « Je suis à Matignon depuis 9 mois. Dans quelques semaines, peut-être que je n'y serai plus. La politique française est une montagne russe, dit-il en déclenchant un rire général. Mais peu importe la durée, ce qui compte, c'est d'avoir pu, ne serait-ce qu'un instant, faire pencher la balance. D'avoir osé parler, d'avoir résisté à l'intimidation, d'avoir tenu la main des oubliés. Et si un jour, quelque part, un garçon ou une fille voit ce que nous avons fait et se dit « moi aussi, je peux dire non », alors tout ça en aura valu la peine. Parce qu'au fond, notre passage au pouvoir ne sera pas jugé par sa durée, mais par ce qu'on en a fait. Et si l'heure vient où je dois partir, j'aimerais pouvoir dire « j'ai agi selon ma conscience, coûte que coûte ». La salle entière se leva, applaudissant avec émotion. Mais le Cornu, lui, ne souriait pas. Son esprit était ailleurs, à Gaza, à Fatima, aux familles croisées en chemin. Et il fit un vœu silencieux. Tant qu'il aurait un micro, une caméra ou même juste un souffle, il continuerait de dire la vérité. Parce que oui, Métina avait réussi à manipuler Trump. Mais pas lui. Non parce qu'il était plus malin, mais parce qu'il avait refusé de fermer les yeux. Dans une époque saturée de faux-semblants où la mise en scène remplace la conviction, ce simple choix, regarder la réalité en face et oser la nommer était devenu un acte de résistance. Peut-être fragile,
peut-être risqué, mais c'était un début.